Alors, on va commencer l'exploration de la cortico-surrénale. Bon, les hormones basales qu'on va doser, ce sera le cortisol, l'ACTH, il y a une très grande importance pour préciser l'heure. C'est maintenant le clinicien pour doser l'ACTH, mais pas de un patient en fin de journée ou la haka. Il faut respecter le fait qu'à 7 heures, le can dosé est élevé. Chez mais elle est élevée, ce qui est tout à fait normal. Ok, il faut respecter aussi le cycle ACTH cortisol parce que puisque قلنا بلي ACTH cortisol qu'il y a une relation ما بيناتهم زيد ACTH et زيد cortisol, donc il faut respecter le rythme et aussi respecter le rythme circadien, c'est-à-dire le sommeil nuit et jour, etc. Le cortisol libre urinaire يعاوننا باش نعرفوا كيفاش يدير la sécrétion تاع le cortisol libre كيفاش يدير la sécrétion oui تاع le cortisol libre au niveau du sang. On dirait sur les 24 heures. L'aldostérone et l'activité rénine. C'est des éléments ou là, des paramètres qu'on va doser pour avoir des réponses. Les androgènes, l'androsténidione et la testostérone, surtout. Alors, il y a ce qu'on appelle des tests aussi dynamiques qu'on va voir après chaque pathologie. Donc, on va commencer par le syndrome de Cushing. Quand on dit syndrome de Cushing, ça veut dire quoi? On a un hyperfonctionnement de la lignée glucocorticoïde. La lignée glucocorticoïde, on va dire le cortisol, elle est en hypersécrétion. Donc, il y a une hypersécrétion de cortisol et compagnie. Donc, qu'est-ce qui peut causer l'hypersécrétion de cortisol? Quand on a une tumeur surrénalienne primitive, on a tout simplement une tumeur qui va en fait produire elle va produire la CTH ou là tout simplement elle va envoyer des signaux pardon, qui vont produire de la CTH, pardon, du cortisol. On a une production exagérée d'ACTH ou là une hyperplasie des surrénales. Donc, elle dit c'est qui la maladie de Cushing propre. Proprement dite, c'est ça. C'est-à-dire on a une production qui est exagérée d'ACTH. D'où ce qui va nous causer une hyperplasie, c'est-à-dire la surrénale, on va la voir à cause de une stimulation zeta. En gros, elle est censée, je sais pas, par exemple, produire 5 les cortisol par jour. Et elle reçoit trop de signal pour fabriquer beaucoup trop. Et on sait très bien que lorsque un organe il fonctionne beaucoup, sera là qui joue une hyperplasie, voire une dilatation de les muscles. Ok. Sinon, ça peut être causé par un hypercortisisme paranéoplasique. C'est quoi? C'est une tumeur. Par contre, elle va produire une substance qui est analogue à la CTH. Donc, puisqu'elle va nous produire une substance tchibah la CTH, c'est-à-dire que la substance qui tchibah la CTH, elle va se fixer sur les récepteurs de la CTH et elle va causer les mêmes effets que la CTH. Or, une hyperproduction ou là, une hypersécrétion de cortisol. Donc, les raisons pour le syndrome de Cushing, ils sont soit une tumeur surrénalienne primitive, c'est-à-dire on a une tumeur qui elle-même au niveau de la surrénale et qui va fabriquer du cortisol, soit on a une production exagérée à l'ACTH qui va nous causer une hyperplasie des surrénales. La production exagérée d'ACTH va être due à un problème au niveau de l'hypothalamus ou là au niveau de l'hypophyse. Et on peut avoir un hypercorticisme paranéoplasique, c'est-à-dire on a une tumeur qui va fabriquer une substance qui est analogue à la CTH. Ok, le diagnostic clinique, on va remarquer quoi? On va remarquer une obésité. Il y a une photo ici qui le montre. Voilà, c'est un visage qui est pardon, obèse avec une gorge qui est très, c'est-à-dire, pardon, une nuque nerf, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la nuque, elle est très très large. Le syndrome de Cushing, il est reconnu beaucoup plus par le visage qui est comme ça, rond et allongé en même temps, ce qu'on appelle une forme lunaire, et une nuque qui est très très large. Donc, obésité faciale avec amyotrophie, c'est-à-dire une atrophie musculaire des membres, c'est-à-dire oui, les membres trop larges, modification de la peau, on a une érythrose, on va trouver une peau qui est rouge, très très rouge. On va trouver de l'acné, une séborrhée, des ecchymoses rehaka, c'est-à-dire des parties qui sont bleuâtres et des parties qui sont très rouges. Une cicatrisation qui est difficile. On va trouver une hypertension artérielle, c'est normal parce qu'on a le cortisol, l'IRA a
grande dose, c'est-à-dire à très forte dose. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il faut retenir que lorsque le cortisol est à forte dose, غادي تولي عنده une action qui met les minéralocorticoïdes. Autrement dit, غادي يطلع la tension. Il va augmenter la rétention de sodium. On a une ostéoporose parce qu'on avait dit que le cortisol mini-cocaïne, il va causer une résorption osseuse, il va causer aussi il va stopper l'absorption le calcium, etc. Automatiquement, il va nous causer une ostéoporose. C'est quoi? Une ostéoporose, c'est l'os qui va perdre de sa masse osseuse. On a l'os qui est normal, intègre. On a un autre os qui est troué. Et donc, les trous, c'est une perte osseuse. Alors, on peut remarquer chez la femme une aménorrhée, c'est-à-dire il y aura un dérèglement par rapport à la lignée, les androgènes, et dépression, confusion et asthénie. D'accord. Ensuite, le diagnostic biologique, on va remarquer plus une hypercalcémie. Oui, une hypercalcémie, puisqu'en fait, il va causer une résorption du calcium. Donc, le calcium garde le sang. Donc, on peut remarquer une hypercalcémie. Donc, le diagnostic biologique Charadigoul, mais c'est pas un signe indicateur, on va dire, c'est pas un signe révélateur. Alors, le diagnostic biologique Charadigoulou, diabète, plus ou moins diabète. Pourquoi? Parce que le cortisol, il va causer une hyperglycémie. Plus il y a le syndrome de Cushing dans le temps, plus le diabète, il est, c'est-à-dire c'est fort possible qu'on ait le diabète. Le dosage hormonal charadibine, on va doser, on va voir un cycle ACTH cortisol qui est perturbé. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a un cycle ACTH cortisol qui est perturbé? Très bien, à cause du feedback. En effet, parce que à la base, on a plus il ACTH, plus il cortisol. Ça ne devrait pas être perturbé. C'est juste que dans notre cas, on a cortisol beaucoup plus. Par contre, l'ACTH va être sécrété normalement. Il a l'ACTH est sécrété normalement ou le cortisol marche normalement. Donc, comment dirais-je, l'harmonie entre les deux, entre ACTH et cortisol, va être perturbée. Cortisol زايد par rapport à une ACTH qui est soit normale, soit effondrée. Donc, on aura une perte du rythme circadien. Il n'y a plus cortisol, le pic, le matin ou l'après-midi. Non, il y aura cortisol زايد à longueur de journée. C'est normal puisque là, il y a un cortisol bzef dans le sang. Donc, on va trouver un cortisol libre urinaire qui est très augmenté. Et on va faire ce qu'on appelle le test au dectensile. C'est ce qu'on appelle un test de freinage. C'est moi un test de freinage. C'est quoi? غادي نمدو deux comprimés de dexaméthasone. La dexaméthasone, c'est des corticoïdes. En gros, c'est comme si on نمدو du cortisol. غادي نمدوه à 0 heure. Généralement, نمدوه à minuit. Et on va essayer de le doser à 8 heures. Logiquement, hein, le cortisol dans le temps normal. قلنا à minuit, سيكون ناقص. تما إلا أنا à minuit مديت du cortisol. غادي غادي يدير puisqu'il y a une très grande dose, il va exercer un rétrocontrôle négatif à la CTH. يقول لها نقصي parce que راني بزاف normalement دروك نكون ناقص. Donc, il va exercer un rétrocontrôle négatif à la CTH. Et donc, le lendemain صباح, on devrait trouver des taux très bas. Exactement. Logiquement, خاصنا نلقوا du cortisol ناقص le matin. حنا غادي نلقوا du cortisol زايد le matin. Autrement dit, il n'y a plus de freinage. C'est-à-dire, il n'y a plus avec le rétrocontrôle négatif. Voilà. Donc, il n'y a plus avec le rétrocontrôle négatif. Donc, il y a absence de freinage. Le cortisol n'exerce plus sur lui-même un rétrocontrôle négatif. Donc, il y a une hypersécrétion de cortisol. On a trop de cortisol au point où il ne fait plus un rétrocontrôle négatif. Le test, pardon, il est très important et c'est ce qu'on appelle un test dynamique. Les tests dynamiques, c'est là où on crée quelque chose. C'est-à-dire, on va stimuler quelque chose. Donc, c'est ça les tests dynamiques. Il n'y a rien. On va stimuler quelque chose et engendrer quelque chose pour voir le résultat. Donc, le test au dectensile ou là, ce qu'on appelle le test de freinage, c'est un test dynamique.
il est très, très important de vous rappeler de l'heure. Ils mettent de la dexaméthasone à 0 heure, c'est-à-dire généralement ils mettent à minuit ou à 23 heures, pour aller voir le résultat le matin dans les coups de 8 heures, 7 heures. Voilà. Très important de vous rappeler des heures et aussi du rythme. Donc ça, c'était en ce qui concerne le syndrome de Cushing. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires? Les syndromes les plus importants, c'est-à-dire les signes cliniques les plus importants, ce sera l'hypertension. En gros, لو كان تعرفوا كل واحد شنو راه يدير puisque حنا عندنا راه كورتيزول زايد وانتم راكم ديجا عارفين لا فونكسيون تاع لو كورتيزول automatiquement كاع les effets les radios sur le syndrome de Cushing, vous pouvez les comprendre d'un côté et les déduire de l'autre. Les signes les plus importants, c'est l'hypertension. Les signes les plus révélateurs, c'est aussi le visage qui est dit lunaire, gonflé et rouge. Après, c'est pas une obésité, vraiment obésité, mais enfin si, c'est une obésité parce que Gunnar disait de catabolisme des lipides. Donc c'est une obésité qu'on va trouver localisée. Gunnar facio-tronculaire entre le tronc et le visage. Le visage qui m'a comment dirais-je, gonflé, où il y a ce qu'on appelle le buffalo neck. Le buffalo neck, c'est la formation les lipides au niveau de la partie, le cou, les tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le buffalo neck. Alors, Kinguru syndrome de Cushing d'origine périphérique. كاين le syndrome d'origine هنايا اللي قلنا قبيلات les causes, ça dépend de l'étiologie. Il est qu'un périphérique, c'est-à-dire le problème راه au niveau de la surrénale. تمارا كاينه une tumeur surrénale primitive. Il est qu'un au niveau de l'hypophyse par exemple, c'est l'hypophyse هي وحدها اللي راهي تسكريتي بزاف ACTH, donc c'est ce qui va nous causer une sécrétion كبيره تاع cortisol. Donc, dans ce cas-là, le syndrome, il n'est pas, c'est-à-dire ce n'est plus un Cushing périphérique, c'est un central. La raison, elle est centrale, à cause de l'hypophyse, etc. Donc, ACTH diminué ou l'a augmenté. Là, ça dépend de la raison. Il est connaître la raison au niveau de la surrénale. L'ACTH a dit qu'on l'a diminué, l'a augmenté, a dit qu'on normal, parce que l'ACTH, elle est fabriquée normalement. Mais il est connaître la raison au niveau du cortisol. غادي تكون normal, voire ما تقدش تكون diminué parce qu'il fait plus pratiquement le rétro-contrôle négatif. Après, pour augmenter, غادي تكون augmenter qui coûte le problème central. Il est que le problème au niveau de l'hypophyse ou là de l'hypothalamus, c'est-à-dire راه كاين un signal pour fabriquer beaucoup trop d'ACTH. Dans ce cas-là, ce sera une ACTH qui est augmentée. Et détrompez-vous, قد تكون l'ACTH comment dirais-je, قد تكون l'ACTH diminuée ou la normale ويكون عندنا cortisol زايد. Et la raison n'est pas au niveau de la surrénale. Fimiscom, c'est quoi la raison? Je répète ma question. ACTH normal, voire diminué, ou le cortisol hypersécrétion, بصح ما كانش une tumeur au niveau surrénalien. Exactement. C'est le Cushing paranéoplasique. Parce que là, احنا كي نجو ندوزو ACTH, ما ندوزوش ACTH like. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on a de l'ACTH-like. On a une tumeur qui va fabriquer, ما فهمتيش, ok. On a la tumeur qui va fabriquer de l'ACTH-like. Une ACTH تشبه l'ACTH تاعنا. Elle va faire va faire la même chose. Vous voyez, c'est maintenant qui radine dozo, radine pour la CTH soit normale, soit diminuée, parce que tout simplement, quand on a dosé la CTH et non pas la CTH like. Et donc, radine نقولها normale ou la diminuée, ou le problème, ما راهش في les surrénales, راه في هذيك la tumeur néoplasique, paranéoplasique qui va fabriquer la CTH like. Alors, Cushing central, maladie de Cushing, qui veut voir plus de détails, il consulte. Le livre endocrinologie est vraiment détaillé. Alors, quelqu'un vient de vous dire que le Cushing central, c'est la vraie maladie de Cushing. Ou l'Irabari chauffe plus de détails, il peut consulter le livre KB endocrinologie qui est vraiment détaillé. Très bien. Donc, voilà.
Est-ce que c'est clair pour la partie Cushing? Donc, c'est normal qu'on ait des taux de cholestérol. C'est-à-dire, les radines est beaucoup plus. C'est le test, comment dirais-je, dynamique ou le cortisol urinaire libre. Ok, donc on va passer à l'hyperaldostéronisme. L'hyperaldostéronisme, c'est simple. Un hypercortisol plasmatique, non, mais trop. Je crois que cortisol plasmatique, soit on va le déduire des signaux cliniques, c'est-à-dire les signaux cliniques, c'est-à-dire doser le cortisol بوحده, c'est, comment dirais-je, ça se fait, mais puisqu'il obéit à un rythme qui est nictéméral, il vaut mieux doser le cycle ACTH cortisol. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que doser cortisol, راه باينه من les signes cliniques باللي راه طالع. Donc automatiquement, il serait préférable de doser le cycle ACTH cortisol. C'est plus révélateur que de doser le cortisol وحده. Ok. Alors, on va passer à l'hyperaldostéronisme. C'est un hyperfonctionnement de la lignée minéralocorticoïde. Ben, aldostérone zaïd, donc la lignée qui fabrique l'aldostérone, en hypersécrétion, c'est-à-dire en hyperproduction. Pourquoi? Ça peut être dû à un adénome surrénalien, un adénome au niveau de la surrénale qui, lui-même fabrique de l'aldostérone. Sinon, on peut avoir une hyperplasie bilatérale des surrénales, c'est-à-dire on a les deux surrénales, les rahom en hyperplasie, c'est-à-dire sont gonflés suite à une hypersimulation. Alors, le diagnostic clinique, donc, a évoqué devant toute hypertension permanente associée à une hypocalémie. Comment on le sait? C'est-à-dire tout à l'heure, on en avait parlé. L'aldostérone, il va faire, c'est-à-dire en gros, l'aldostérone, il devrait être sécrété lorsqu'on a une hypotension pour provoquer une hypertension, on va dire. Donc, la tension, il est sécrété. Donc, dans ce cas-là, puisque là, on va remarquer une hypertension qui est permanente, qui est associée aussi à une hypokaliémie. Puisque il va favoriser la rétention du sodium et l'excrétion du potassium, on ne va pas trouver de potassium dans le sang et on va en trouver beaucoup trop dans les urines. Association à des manifestations neuromusculaires, c'est normal parce qu'il y a un dérèglement électrolytique. Donc, là, on aura des manifestations neuromusculaires, notamment une faiblesse, des crampes, des tétanies, plus une asthénie. Le diagnostic biologique, c'est normal, il va être révélé par l'ionogramme. L'ionogramme sur 3 jours. On a une hypocalémie et une hypercaliurie, c'est ce que je disais. ما كاينش بزاف le potassium في le sang, mais كاين بزاف les urines. On va faire un dosage de l'aldostérone, on va le trouver augmenté. On va doser la rénine, غادي نلقاوها effondrée. حنا قلنا بلي l'aldostérone, il est régulé par le système rénine-angiotensine. كي نجو ندوزو la rénine, غادي نلقاوها ناقصة. En gros, il n'est pas sécrété parce que il n'est pas sécrété parce qu'on a une hypotension, mais il est sécrété par une autre cause, l'IHIA, soit, qui m'a dit tout à l'heure, une hyperplasie, soit une tumeur. Donc, le diagnostic étiologique et le traitement, c'est simple, on va faire un scanner, à les surrénales. Il y a une hyperplasie, généralement, on va faire un traitement médical. Qu'est-ce qu'on va donner? Ça, je vais expliquer la première pour expliquer la deuxième. Donc, on va faire un scanner, à les surrénales. On va voir, il a un adénome ou là, une hyperplasie. Dans le cas où on a un adénome surrénalien, on va faire un traitement chirurgical. Donc, on va faire une surrénalectomie unilatérale. Parce que généralement, l'adénome est non, on va faire un hémorroïde. Il est antagoniste à l'aldostérone. Donc, par compétition, elle va se lier à la spironolactone et elle va empêcher l'action de l'aldostérone. C'est un anti-hypertenseur. Pourquoi la rénine à cause de l'hyperplasie? En fait, c'est plus la rénine, l'irahi, elle stimule la sécrétion de l'aldostérone parce que ce n'est pas dans un état physiologique. Mchire a une hypotension ou l'aldostérone Z. Là, on est dans un cas où on a une hyperplasie.
comment dirais-je, la, voilà, la glande surrénale, elle sécrète trop d'aldostérone, soit par rapport soit par rapport à une tumeur, soit autre chose. Et donc, c'est plus la rénine, elle stimule la sécrétion de l'aldostérone. Donc, automatiquement, la rénine effondrée. La rénine, soit normale, soit effondrée. Parce qu'en fait, il n'y a pas raison à ce qu'elle soit sécrétée. Donc, quand elle est augmentée, ça serait un état physiologique. On va chercher une autre cause, elle nous a causé l'hypotension. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'hypotension. La rénine, normale, voire effondrée. Mais puisque la rénine, elle n'est pas censée fonctionner dans l'organisme, donc elle pourra effondrer. Est-ce que c'est clair? Ou là, je répète ce point. Donc, euh, Warani, d'accord. Donc, on a la spironolactone ou l'aldactone, ce sont des antagonistes compétitifs de l'aldostérone. Puisque l'aldostérone est on va aller, comment dirais-je? On va aller contre l'aldostérone. On va donner un autre composé que lui, il va se fixer sur les mêmes récepteurs que l'aldostérone, mais a un effet anti-hypertenseur. C'est pas mais خليهاش تتفيكسا في les récepteurs تاعها. Et sinon, en cas d'hyperplasie, c'est ce qu'on va faire en fait. On va juste donner de la spironolactone pour éviter l'action de l'aldostérone. Bon, là, c'est simple, c'est juste qu'on a une très grande sécrétion de l'aldostérone qui va être, c'est-à-dire on va la révéler par l'ionogramme sur 3 jours, rappelez-vous la durée. En a 3 jours, on va voir. Il y a une hypokaliémie et une hyperkaliurie ou l'aldostérone la rénine, non. Dans ce cas-là, c'est clair que c'est une hypersécrétion de l'aldostérone. Ce qu'on peut faire, si c'est un cas d'adénome, on va juste retirer l'adénome et donner un traitement lié à la spironolactone. En cas juste d'hyperplasie, on va donner directement le traitement. Donc, pas de question par rapport à ça. On va passer à l'hyperandrogénie surrénalienne. Alors, l'hyperandrogénie surrénalienne, elle a plusieurs causes, mais dans notre cas, معليش تمدي لنا 2 minutes. On a vu que deux normalement. On a vu une hypersécrétion t'as le cortisol ou on a vu une hypersécrétion t'as l'aldostérone. Ok. Après, on a une hyperandrogénie surrénalienne. L'hyperandrogénie, je disais qu'il y a plusieurs cas. Donc, rappelez-vous, je fais la lignée corticostéroïde, je fais la lignée minéralocorticoïde. Donc, on va voir la lignée androgène. Donc, dans le cas où la lignée androgénique tourne en hyper-sécrétion, pourquoi? Il y a plusieurs causes, mais on a vu juste le cas où on a un déficit enzymatique dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. C'est vrai que je relève les secondaires dans ce cas-là. On va revenir à le schéma pour mieux comprendre. Donc, comme on a tout à l'heure, le cholestérol ou les prégnénolones, ou après la 17 alpha hydroxylation, on va dire la progestérone. Et donc, à la base, c'était censé être là une 21 alpha hydroxylation. On a de l'aldostérone en dernier. Sinon, on a le cortisol. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que ce sera un déficit 21 alpha hydroxylase. En gros, le chemin n'a pas pu se continuer. C'est-à-dire, il est interrompu à ce niveau-là. Donc, radé progestérone, et même la 17 hydroxyprogestérone, radé mais qui غادي يطلعوا وما يلقوش هذا le chemin, c'est-à-dire ما كاش اللي يكمل له هذا le chemin, il va partir dans le chemin هذا. Il va partir dans l'horizontal au lieu du vertical. Puisqu'il va partir dans ce sens-là, il va favoriser la sécrétion, la production des androgènes. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les enzymes qui كانوا يخلونا نكملوا هذه la lignée. Donc, je répète, le cas تاعنا l'hyperandrogénisme, il est dû à un déficit enzymatique. Le déficit enzymatique, généralement, il la 21 alpha hydroxylase. Donc, la progestérone va être au niveau progestérone et la 17, la 17 hydroxyprogestérone à ce niveau-là. Mais pas de comme l'autre exemple pour produire l'aldostérone ni le cortisol. Et donc, on aura beaucoup plus dans ce sens horizontal pour produire des androgènes. Automatiquement, on aura une très grande
une très grande sécrétion, la production d'androgènes. Et donc, on aura différents types d'anomalies selon le niveau de blocage, c'est-à-dire à l'hsab où sera le blocage, on aura les anomalies. Ou à l'hsab, bien sûr, l'importance c'est le blocage. Mais toujours les mêmes conséquences. Donc, on aura un déficit en cortisol, c'est normal parce que pour produire du cortisol. On aura une hyperproduction en métabolites précurseurs, c'est-à-dire la progestérone ou la 17 alpha la 17 hydroxy progestérone اللي هما عندهم un potentiel androgénique غادي automatiquement يصنعوا لنا des androgènes. On aura un plus ou moins déficit en minéralocorticoïdes parce que ما كاينش غير هذيك la voie اللي غادي تعطينا les minéralocorticoïdes. Donc déficit le plus fréquent ce sera donc c'est le déficit en 21 alpha hydroxylase. Maintenant c'est pas vraiment grand chose en fait. C'est juste et oui, là, ce qu'il faut retenir c'est que chez les femmes, on va remarquer un hirsutisme, c'est-à-dire elle aura des poils un peu partout. On va aussi remarquer une virilisation. C'est-à-dire quoi? عند l'homme, on va remarquer par exemple il s'entraîne, beaucoup plus de testostérone. Automatiquement, il va produire des muscles plus rapidement. C'est-à-dire les muscles, il va le faire plus rapidement. Et pour la femme, par contre, c'est là le problème. Elle aura des signes, on va dire, masculins. يزيد لها les poils au niveau du duvet. Ça a une virilisation modérée, c'est-à-dire la voix sera plus grave. On va remarquer quoi d'autre? On va remarquer que la testostérone تكون زايده عندها بزاف. C'est-à-dire qu'on dit dosage de testostérone, on va voir بلي راهي زايده بزاف, mais il faut faire un diagnostic différentiel oui, une aménorrhée aussi. Il faut faire un diagnostic différentiel مع le syndrome des ovaires polykystiques. Parce que le syndrome des ovaires polykystiques, حتى هو يزيد la testostérone. Donc il faut juste faire la différence entre une hyperandrogénie surrénalienne et un syndrome des ovaires polykystiques. Ça peut avoir plusieurs problèmes, parfois par une tumeur virilisante, etc. Le traitement dans ce cas-là, ce sera une corticostéroïde, puisqu'en fait, on a une hyperplasie ou un déficit ou quelque chose, on va juste donner, soit on va donner le cortisol par voie orale, ou si on essaie de donner, c'est-à-dire de stimuler l'aldostérone. Donc on va se baser sur ça, puisque c'est un déficit, donc on est obligé de donner corticostéroïdes par voie orale. Si on a une autre cause du genre tumeur, etc., ce sera un traitement chirurgical. Alors, il est qu'il déficit في 17 alpha hydroxylase. Est-ce qu'on parle toujours d'hyperandrogénie? Alors, il est qu'il un déficit la 17 alpha hydroxylase. On peut parler d'hyperandrogénie, mais on peut parler de pas mal d'autres problèmes. Parce que la 17 alpha hydroxylase, on peut parler d'un déficit qui pratiquement toutes les hormones stéroïdiennes. Mais la lignée les androgènes, elle va pas être très, comment dirais-je, elle va pas être très touchée dans ce cas-là. Mais bon, on pourra toujours parler d'hyperandrogénémie, mais bon, ce ne sera pas la raison principale. Alors, chez la femme, il sera qui même des problèmes dans la conversion. Explique-moi juste de quelle conversion tu parles. Et la conversion, l'androgène, l'œstrogène, etc. Oui, pratiquement la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Vous avez d'autres symptômes que j'ai pas cités, etc. Donc, on est là pour partager. Puis le cours, il est assez restreint, mais bien détaillé, mais j'ai pas envie de vous aller dans les détails puisque ça n'a pas été trop cité. Ok, donc on poursuit. Donc, Hadi, c'est la partie, on va dire, la plus importante fait le cours. Liée à l'insuffisance surrénalienne lente. Oh. Bref, donc l'insuffisance surrénalienne lente, ou ce qu'on appelle, quand elle est périphérique ou la chronique, on parle de maladie d'Addison. C'est quoi? C'est un déficit à les glucocorticoïdes et un déficit à les minéralocorticoïdes. En gros, معناش بزاف cortisol ou معناش بزاف aldostérone. On peut aussi imaginer les résultats.
qu'est-ce qu'on a là? هذا وين لحقنا l'essentiel. En effet, oui, هذا وين لحقنا l'essentiel. On peut dire ça comme ça. Donc, l'insuffisance surrénalienne lente, j'ai dit que c'est, pardon, donc c'est un déficit, اسمه تاني périphérique, c'est un déficit que ce soit le cortisol ou l'aldostérone. Les signes cliniques les plus marqués, on va remarquer une hypotension, c'est normal parce que ma cache l'aldostérone. On a une perte de sel et une tendance à l'hyperkaliémie, c'est normal en même temps, parce que tout simplement, l'aldostérone, chez Kennedy, l'aldostérone il خرج le potassium. Dans ce cas-là, il n'y en a plus. Donc, donc il y aura une rétention le potassium. Une hypotension parce qu'on n'a plus de rétention de Na+, une hypoglycémie parce qu'il n'y a plus de cortisol qui était lui-même hyperglycémiant, et une asthénie parce que tout simplement le cortisol, il était à l'origine de plusieurs métabolismes, donc de l'énergie, etc. Alors, les étiologies. Quelles sont les causes de la maladie d'Addison? Maladie d'Addison est une maladie auto-immune. Elle peut avoir une cause auto-immune, mais bon, c'est-à-dire les causes de la maladie d'Addison, elle est d'origine, c'est-à-dire, comment dirais-je, ce qui cause la maladie d'Addison, parmi les causes, pas une cause auto-immune, liée à la rétraction corticale. Je vais venir petit à petit. Donc, pour les causes, on a la tuberculose. Il faut savoir que la tuberculose, c'est au niveau pulmonaire. Donc, une personne qui est tuberculeux, c'est au niveau pulmonaire, mais bon, généralement, ça s'accentue, ou là, sans traitement, ou là, quelque chose du genre, ça va s'accentuer et aller vers une septicémie, ou là, tout simplement, une tuberculose c'est-à-dire la bacille de Koch, elle va se retrouver dans le sang. Donc, une fois elle se retrouve dans le sang, elle va atterrir au niveau des surrénales, suite à ce qu'on appelle une dissémination hématogène. Donc, elle va dans le sang, qui est dans le sang, elle va donc les surrénales et euh, elle va lui causer ce problème-là. En gros, elle va dérégler le fonctionnement de la cortico-surrénale. Elle dit que la bactérie en elle-même. Sinon, on peut avoir la rétraction pulmonaire. Donc, pour la rétraction corticale, pardon, donc l'origine, il est auto-immune. C'est-à-dire, généralement, dans 80% des cas, c'est beaucoup plus une rétraction corticale. C'est pour ça qu'il dit auto-immune. Donc, 80% des cas, c'est ça. Donc, elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes que les hommes. On retrouve surtout des antécédents, c'est-à-dire familiaux, quand il s'agit de maladies auto-immunes. Ça peut être isolé ou là parfois elle peut être associée à une thyroïdite de Hashimoto ou la diabète ou là quelque chose du genre. Bon, pour rentrer dans les détails, c'est pas ce que je vais faire. Donc, il y a des auto-anticorps, anti-21 hydroxylase. Et donc, on va les retrouver dans 90 des cas au début de l'évolution de la maladie. Sinon, on trouve au scanner une atrophie qui est due à une attaque les auto-anticorps. Sinon, on nous dit ici que ça peut être aussi dû à ça peut être dû à une iatrogène, ça peut être dû à comment dirais-je, à des médicaments qui par exemple le kétoconazole. On nous cite ici l'hémochromatose. J'ai pas trouvé le lien direct. Si quelqu'un a une réponse par rapport à l'hémochromatose ou la maladie d'Addison, vous me dites. Les normal, c'est une métastase cancéreuse, donc ça, à un moment donné, ça a pu toucher les glandes cortico-surrénales, la glande cortico-surrénale, donc sinon, ça peut être, comme je vous ai dit, post-thérapeutique, soit c'est un patient qui est sous une corticothérapie qui était de longue durée, ça tout de suite. Généralement, on ne fait jamais ça. C'est-à-dire, on ne peut pas l'arrêter brutalement. Qui te sous une corticothérapie qui est de très longue durée, ça peut durer des années, tu ne peux pas l'arrêter tout de suite parce que ça va créer un dérèglement. Donc, il faut aller progressivement, sinon parfois on administre carrément des spironolactone. Sinon, si c'est post-chirurgical, c'est-à-dire on a dû toucher la cortico-surrénale à un moment donné. Alors, maladie d'Addison est une maladie auto-immune. Je disais que dans 80% des cas, quand il s'agit d'insuffisance surrénalienne lente chronique, on parle de maladie auto-immune.
علاجها la présence des auto-anticorps anti-21 hydroxylase. Dans 80% des cas. Parfois, elle peut être due, comme on vient de le dire, à une tuberculose au début, au niveau du poumon, après les glandes surrénales, sinon une hémochromatose ou là, une métastase cancéreuse. Alors, elle peut être d'origine centrale. Euh, c'est pas cité dans les étiologies ici, mais certainement, hein, c'est possible. Je vais essayer de vous citer toutes les autres causes. Qu'il y ait des blocs hyper c'est-à-dire des blocs enzymatiques, et des adrénoleucodystrophies, une accumulation d'acides gras à très longue chaîne. Elle peut être aussi due à des iatrogènes, peut être à des métastases bilatérales, elle peut être due à des lymphomes, oui, donc elle peut être centrale. Euh, Elle peut être due à une maladie infiltrative, comme par exemple les sarcoïdoses. Elle peut avoir une cause vasculaire. L'hémochromatose est une maladie récessive entraînant une surcharge en fer et un dépôt dans les tissus, y compris le cortex surrénal. Très bien. Donc, elle vient de nous expliquer, Billy, lorsqu'on a une hémochromatose, or une comment dirais-je, une surcharge pardon, en fer, avec le dépôt, il peut se faire sur plusieurs tissus, notamment sur le cortex surrénalien. Donc, une fois il y aura le dépôt sur le cortex surrénalien, il y aura un dysfonctionnement de la glande corticale, cortico-surrénale. Est-ce que c'est clair jusque-là pour les étiologies? Donc, on va aller voir les signes cliniques. Alors, pour les signes cliniques, on va remarquer une asthénie dès le matin. C'est normal parce qu'il n'y a pas de cortisol. Il n'y a pas de cortisol, donc ça va nous causer une asthénie de bon matin. On va remarquer un amaigrissement, voire une anorexie. Je vous avais dit tout à l'heure que le cortisol était un stimulateur de l'appétit. Autrement dit, s'il n'y a plus de cortisol, donc on remarque une anorexie, c'est-à-dire aucune envie de manger et qui va engendrer un amaigrissement. Une mélandermie. Donc, pardon. Ici, la mélandermie, elle est due à beaucoup plus l'ACTH que le cortisol. Je m'explique. Bon, il faut savoir que le tableau, il n'est pas vraiment spécifique 100% à la maladie d'Addison. D'ailleurs, c'est très difficile de la diagnostiquer. Généralement, tête ou les aigus, باش نفيقوا لها. Donc, la mélandermie, elle est évocatrice dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on a l'ACTH. L'ACTH, elle va se fixer dans au niveau des récepteurs dermiques. Je m'explique. معاش عندنا بزاف cortisol. Donc, puisqu'il n'y a pas de cortisol, il y a en quelque sorte un signal vis-à-vis de l'hypophyse pour sécréter beaucoup plus d'ACTH, pour sécréter beaucoup plus de cortisol, pour produire beaucoup plus de cortisol. Donc, puisque l'ACTH غادي تزيد, qui تزيد l'ACTH, وما عندهاش فاش vraiment de fixer puisque elle n'a plus d'effet sur le cortisol. Et donc, elle va se fixer sur des récepteurs dermiques au niveau du derme. Et c'est ce qui va causer une grande production de mélanine. Je répète, معناش بزاف cortisol. Automatiquement, qui je le feedback positif sur la CTH, qu'elle produisait beaucoup plus d'ACTH, s'il vous plaît, pour avoir beaucoup plus de cortisol. Donc, la CTH, elle est produite et produite et produite. Elle vient, elle se fixe, il n'y a pas de réponse. Puisque la elle va aller se fixer au niveau de récepteurs dermiques. Et là, quand elle va se fixer, elle va stimuler la production de mélanine, ce qui va nous donner des tâches qui marquent. Donc, les tâches, elles sont évocatrices que, attention, il y a une insuffisance surrénalienne lente. Donc, c'est ce qu'on appelle la mélandermie. On peut avoir aussi des troubles digestifs de tout type, anorexie, constipation, etc. Une hypotension, c'est normal. Accentué en position debout, donc c'est-à-dire même quand il se lève subitement, on va dire, elle dit que l'hypotension va s'accentuer, aller vers carrément la syncope, etc. On a association à des manifestations neuromusculaires, c'est normal puisqu'on a un déséquilibre hydroélectrolytique, donc ça va automatiquement toucher les muscles et aussi les fonctions cognitives. On a une faiblesse, des crampes, tétanie et aussi, comme on avait dit tout à l'heure, une asthénie. Au niveau biologique, on va remarquer une glycémie qui est à jeun, qui est très trop basse, une hypoglycémie, c'est normal. On a une hyperkaliémie et une hyponatrémie, comme on avait dit, puisqu'il n'y a pas d'aldostérone, donc il n'y a plus de rétention de sodium, et donc ce sera très faible au niveau sanguin et très
élevés au niveau urinaire, puisqu'on n'est plus en train de retenir, mais on est en train de l'excréter. L'inverse pour le potassium, il sera élevé au niveau sanguin, mais beaucoup plus réduit au niveau comment dirais-je, urinaire. Pour le dosage hormonaux, je vais voir si je peux trouver autre chose pour supplémenter le diagnostic biologique. Euh, on nous dit ici que l'hypoglycémie, elle est assez rare, sauf dans le cas des poussées. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu difficile à diagnostiquer. C'est très insidieux. Un très long moment. Les tâches, parfois, on peut les associer à cette maladie-là. Parfois, on ne le fait pas. On peut les associer à quelque chose d'autre. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Donc, pour le dosage hormonal, on a le cycle ACTH-cortisol. L'ACTH, on va la trouver très élevée. C'est normal parce qu'il n'y a pas de cortisol. Le cortisol, il est effondré. Il n'y a plus, avec le cycle ACTH-cortisol, il n'y a plus l'harmonie, donc il sera perturbé. Perte du rythme circadien. Le CLU effondré. Il n'y a pas de cortisol au niveau sanguin, donc automatiquement, le cortisol libre urinaire, il sera effondré. Alors, on va faire le test de synactène. Le test de synactène, c'est quoi? C'est en fait, on va se mettre à administrer de la CTH. Donc, on va faire une injection intramusculaire ou la intraveineuse, un analogue de la CTH. C'est un composé qui est analogue à la CTH. Et on va doser la cortisolémie à 1 heure. Le test sera positif si la cortisolémie, au temps indiqué, elle va dépasser un certain seuil. حنا غادي نمدو la CTH. Si ça répond, c'est que automatiquement, on va directement éliminer une insuffisance surrénalienne périphérique ou la maladie d'Addison. Mais si la réponse elle est insuffisante, c'est-à-dire que le cortisol mais يزيدش ما يطلعش, en aucun cas il est toujours bas, on va confirmer ou la affirmer une insuffisance surrénalienne. Donc, Hadetani, c'est un test dynamique. Je répète, on va administrer un analogue de la CTH et on va attendre la réponse. Si après 1 heure, par exemple, le cortisol ne hésite, le taux il reste toujours bas, qu'il y a des seuils, bien sûr. Plus il est bas, plus on est en train de confirmer la maladie d'Addison. Donc, s'il n'y a pas de réponse du cortisol, automatiquement, ça sera une insuffisance surrénalienne lente. L'aldostérone, si on va le doser, on va trouver Billy, il sera effondré, c'est normal. Même après stimulation par l'orthostatisme, c'est-à-dire on va essayer de faire avec comment dirais-je, position debout subitement et on va voir si l'aldostérone s'élève ou pas et donc il sera toujours effondré. Donc en gros, l'insuffisance surrénalienne lente, il faut savoir que c'est une maladie c'est un état qui va mettre en jeu le pronostic vital s'il dure. Parce que, comme vous pouvez le voir, un très grand dérèglement hydroélectrolytique, il faut savoir que la maladie, c'est vrai qu'elle ne va pas se manifester, mais quand elle va se manifester, ça sera fatal. Elle va se manifester par ce qui vient après, une insuffisance surrénalienne aiguë. C'est ce qu'on appelle les poussées, les insuffisances surrénaliennes chroniques ou la lente. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'insuffisance surrénalienne lente? Bon, كاين زوج, كاين surrénalienne haute ou كاين périphérique, mais bon, dans votre cours, il n'y a que la maladie d'Addison, اللي هي primaire. Avez-vous des questions? Non, donc tout est clair. Très bien. Ok, donc on va passer à l'insuffisance surrénalienne aiguë. Il faut savoir que l'insuffisance surrénalienne aiguë, comme je viens de le dire, agit généralement comme résultat de la décompensation de l'insuffisance surrénalienne lente. Donc, elle va se manifester sous forme de poussée et elle va nous faire les états suivants. Donc, le diagnostic clinique Tahabayin, un collapsus cardiovasculaire mais catastrophique, un ECG qui est très très perturbé. On va remarquer des troubles digestifs de tout genre, du genre diarrhée, anorexie, douleur abdominale, vomissement. On aura des troubles neuropsychiques du genre, comment dirais-je, le coma, ça peut aller jusqu'au coma. Ça commence par comment ça s'appelle? Chez des illusions.
confusion. Donc, ça commence par des confusions, ça peut aller jusqu'aux obnubulations et finir par un coma carrément. On peut avoir aussi, donc, où est-ce que j'étais? Bien sûr, des douleurs musculaires, c'est normal, et des variations thermiques. Pour le collapsus cardiovasculaire, j'avais dit que parce qu'on a un trouble hydroélectrolytique et une déshydratation immense. Pour le diagnostic biologique, on a une hypoglycémie. Dans ce cas-là, Hadi, elle est connue, c'est-à-dire elle survient lorsque le cortisol dépasse un certain seuil. Au début, quand on a un déficit du cortisol et un déficit en minéralocorticoïdes. Là, on a un déficit en cortisol qui est très, très, très intense. On parle beaucoup plus de cortisol parce que il va causer tout ça. Ce sera un résultat de ce qui a commencé tout à l'heure. Donc, une hypoglycémie, une hypercalémie, une hyponatrémie et une hémoconcentration. Donc, le dosage hormonal, bon, ça n'aura pas d'intérêt en urgence parce que pour se mettre à doser la CTH et cortisol et je ne sais quoi, ça va pas, c'est-à-dire ACTH, cortisol, ensuite aldostérone, etc. Ça n'a pas d'intérêt parce que c'est un état très, très urgent. Et donc, on va directement doser la cortisolémie qui sera très, très, très effondrée dans ce cas-là. On a une question. Conséquence de maladie de Cushing. Non, j'ai conséquence de maladie de Cushing. Conséquence de l'insuffisance surrénalienne lente. Maladie de Cushing, c'est exactement l'inverse. On a une hypersécrétion. Là, on parle d'effondrement de cortisol. Il n'y en a plus. Faites attention. On a commencé par hyper ficouchi, mais là, on est en train de parler d'insuffisance. Donc, mais on est beaucoup plus dans l'inverse de hyper, mais beaucoup plus dans le déficit. Donc, je vous disais, on a des troubles cardiovasculaires, des troubles digestifs, des vomissements qui sont répétés, des crises convulsives, des troubles de la conscience, des désordres hydroélectrolytiques. D'ailleurs, ils vont nous causer l'hypoglycémie sévère et aussi l'hypercalémie. Elle est généralement diagnostiquée suite à un ionogramme sanguin ou urinaire où on est dans c'est hyponatrémie, hypercalémie, hypoglycémie, c'est catastrophique. Alors, syndrome de Cushing iatrogène. Quand le syndrome de Cushing est dû à un arrêt brutal de corticoïdes. J'ai pas compris votre question, Sarah. J'ouvre une petite parenthèse puisque pour l'IRA ou l'ISA, c'est une maladie qui est grave, c'est-à-dire on va commencer par un traitement symptomatique, notamment la réhydratation avec un sérum, tout de suite. J'ai pas compris ta question, Sarah. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, qui m'a dit sinon activer le micro. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par syndrome de Cushing ici, mais bon, l'insuffisance surrénalienne aiguë dans la majorité des cas due à une insuffisance surrénale chronique. La décompensation taha, elle va nous causer de l'insuffisance surrénalienne aiguë. Euh, c'est-à-dire dans plusieurs des cas, c'est-à-dire soit habesna le traitement l'insuffisance surrénalienne lente, etc. Sinon, on peut trouver l'arrêt brutal d'une corticothérapie à long cours. Oui. Alors, elle veut dire que l'insuffisance surrénalienne est le résultat du syndrome de Cushing quand il est iatrogène. Oui, oui, ça peut être le cas. Les étiologies sont différentes, mais il vaut mieux se rappeler c'est-à-dire, ça peut être ça, mais bon. Je préfère dire que la cause la plus fréquente, c'est-à-dire d'une manière secondaire, c'est l'arrêt brutal. Tu as une corticothérapie à long terme ou là, à long cours, oui. Pour administrer le syndrome de Cushing là-dedans, je ne voudrais pas causer de- d'ambiguïté. Alors, lors de l'utilisation des corticoïdes à long terme et à forte dose, on peut développer un syndrome de Cushing. Si on arrête brutalement les corticoïdes, l'hypophyse et la surrénale sont au repos. En effet, c'est-à-dire ça va bloquer carrément l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça que quand on veut administrer les corticoïdes, on dit qu'il vaut mieux les administrer le matin pour ne pas rendre la glande hypophysaire feignante.
Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a d'autres... Normalement, le cours, c'est bon, il est achevé. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Sinon, comme je vous avais dit, le traitement de Sahadi, l'insuffisance surrénalienne aiguë, ce serait une réhydratation plus tout un schéma thérapeutique. Est-ce que vous avez, je vous en prie, est-ce que vous avez des questions, des ambiguïtés, des points à soulever, des exemples? Ça, les questions, les nejmou, et merci beaucoup. Alors, par exemple, je vous donne un exemple de question. Euh, les signes cliniques et donc les révélateurs, les bénis. Par exemple, le syndrome de Cushing, on parle de visage sous forme lunaire et de la nuque de phalloneck, c'est-à-dire la nuque comment dirais-je, assez large, etc. Donc ça, c'est des trucs dont il faut se rappeler. Il y a un cas clinique du genre un patient âgé de HL présentant la nuque de buffalo avec une cicatrisation difficile, avec des problèmes osseux, on va dire, par exemple. Ah oui, oui, choisissez la maladie. Là, on a eu un cas comme ça. Est-ce que vous avez déjà fait la médulo-surrénale? Non, on l'a pas encore fait. Je crois qu'on va programmer ça la semaine prochaine. Euh, les questions, généralement, de cours, ce sera des cas cliniques. Euh, voilà. Normalement, ça sera des cas cliniques. Ça peut être, oui, ça peut être des QCM par rapport aux enzymes. Ah ouais, je me rappelle, c'était assez compliqué. Daruna, dans la transformation de ça et ça et ça, du pregnénolone en androgène par exemple, il y a la participation des enzymes suivantes. 12 alpha, je sais pas quoi, donc il faut vraiment que vous vous rappelez des enzymes. Je l'ai dit l'autre fois, les enzymes sont importantes. Bon, essayez juste de comprendre le mécanisme. Je vous envoie encore une fois le lien vers le schéma qui est beaucoup mieux détaillé et plus explicatif. Voilà le lien. Le schéma, il va vous aider à mieux comprendre كيفاش راهي تصرى la transformation ou la synthèse les hormones stéroïdiennes. Donc les QCM يقعدوا يكونوا في على les enzymes. Par contre, les maladies ou l'exploration et tout, ça sera des cas cliniques. Pour la prochaine, c'est-à-dire pour la prochaine séance, ce sera certainement la semaine prochaine. Je crois que ce sera la médulo-surrénale. Inch'Allah. Sinon, est-ce qu'il y a des cours que vous voulez que je fasse? Voilà, donc merci à tous d'avoir assisté. Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disponibilité. Et on se dit à la prochaine séance, Inch'Allah.